Il se passa plusieurs semaines que Martin Eden consacra à l'étude de la grammaire. Il repassa le livre sur le savoir-vivre et dévora les volumes qui l'intéressaient. De son milieu, il ne vit personne. Les habitués du club des Lotus se demandaient ce qu'il était devenu, pressaient Jim de questions et quelques gars, les mêmes qui passaient les gants de boxe au Kylie's, se réjouissaient de l'absence de Martin. Il avait fait à la bibliothèque la découverte d'un trésor. De même que la grammaire lui avait montré la construction de la langue, ce trésor lui montra celle de la poésie. Il put ainsi apprendre à connaître la métrique, la cadence, la forme, en un mot des choses qu'il aimait. Un autre volume traitait de la poésie comme art représentatif, avec force citations prises dans les œuvres les plus belles. Aucun roman ne l'avait passionné autant que ses livres. Et son cerveau en friche depuis 20 ans, et mûr pour le travail, retenait ses lectures avec une puissance d'assimilation inhabituelle au cerveau mieux préparé. Lorsqu'il regardait en arrière, du haut de ses progrès acquis, l'ancien monde qu'il avait connu, le monde des villes et de la mer, des marins et des filles faciles, il le trouvait bien mesquin. Et cependant cet ancien monde se mêlait avec le nouveau. Il fut tout surpris en découvrant les points de contact qui les reliaient. L'élévation de pensée, toute la beauté qu'il trouvait dans les livres, l'ennoblissait et il en était conscient. Ce qui l'amena à croire plus fermement que jamais que dans la classe de Ruth et de sa famille, tout le monde pensait de la même façon, haute et belle, et vivait de même. Dans les bas-fonds où il vivait habitait la laideur. Il décida donc de se purifier de la laideur qui avait souillé toute sa vie passée et de s'élever jusqu'à ces régions exaltées où évoluaient les classes supérieures. Son enfance et son adolescence avaient été hantées par une inquiétude vague. Sans savoir ce qu'il désirait, il désirait quelque chose qu'il avait vainement cherché et enfin, il avait rencontré Ruth. À présent, cette inquiétude était devenue aiguë, douloureuse, car il savait nettement ce qu'il lui fallait. La beauté, la culture intellectuelle et l'amour. Durant ces quelques semaines, il vit Ruth 5 ou 6 fois, et chaque fois ce fut un progrès nouveau. Elle l'aidait à parler correctement, corrigeait son anglais et lui fit commencer l'arithmétique. Leurs entrevues ne se bornaient pas d'ailleurs à de sèches études élémentaires. Il avait vu trop de choses, son esprit était trop mûr pour qu'il puisse se contenter de fractions, de racines cubiques, d'analyses et de conjugaisons. Parfois il causait des derniers livres qu'ils avaient lus, du dernier poème qu'elle avait étudié, et quand elle lui lisait à haute voix ses passages favoris, il était au comble de la joie. Jamais il n'avait entendu de voix pareille à la sienne. La moindre de ses intonations l'enivrait. Il frissonnait tout entier à chacun des mots qu'elle articulait. Tout en l'écoutant, il se rappelait les vociférations aiguës de femmes sauvages, de mégères avinées, et aussi des voix rudes et stridentes de filles du peuple. Puis son imagination se les représenta. Il les vit défiler en troupeaux misérables, chacun exaltant par la comparaison les qualités de Ruth. Et de sentir qu'en lisant les œuvres qu'elle avait lues, il pouvait vibrer des mêmes joies doublait son bonheur. Elle lui lut une grande partie de La Princesse, et souvent il vit ses yeux se remplir de larmes, tant sa nature esthétique ressentait la beauté. À de tels moments, il se sentait pareil à un dieu. Il la regardait, l'écoutait, il lui semblait voir le visage même de la vie et en découvrir les secrets. Alors, conscient du degré de sensibilité qu'il avait atteint, il se disait que c'était bien là l'amour, seule raison d'être au monde. Il passait mentalement en revue tous les anciens frissons, les flammes d'autrefois, l'ivresse de l'alcool, les baisers des femmes, les jeux violents, la fièvre des coups donnés et reçus, et tout cela lui semblait trivial et minable à côté de cette sublime ardeur qui le transportait. Pour Ruth, la situation était assez obscure. Elle n'avait aucune expérience personnelle des choses du cœur, ses lectures l'ayant habituée à voir les faits ordinaires de la vie transposés par une littérature d'imagination dans le domaine de l'irréel. Et elle ne se doutait guère que ce rude matelot se glissait dans son cœur, où s'emmagasinaient peu à peu des forces latentes qui, un beau jour, l'embraseraient tout entière. Elle ne s'était pas encore brûlée au feu de l'amour. Sa connaissance en était purement théorique. Elle le concevait comme la flamme légère, douce, d'une veilleuse fidèle, comme une froide étoile scintillant dans le velours sombre d'une nuit d'été. Elle aimait se le figurer comme une affection placide, comme le culte d'un être dans une atmosphère calme, embaumée de fleurs, aux lumières atténuées. Elle était loin de supposer les sursauts volcaniques de l'amour, son ardeur dévorante et ses déserts de cendres. Ses forces lui étaient inconnues, et les abîmes de la vie se transformaient pour elle en des océans d'illusions. L'affection conjugale de ses parents lui semblait être l'idéal des affinités amoureuses, et elle attendait tranquillement le jour où, sans secousse ni complication, elle glisserait de sa vie de jeune fille à une existence à deux, semblable, paisible et douce. Martin Eden lui apparut comme une nouveauté bizarre, un individu étrange, et elle mit sur le compte de la nouveauté et de la bizarrerie l'effet qu'il lui produisait. N'était-ce pas en somme tout naturel?
Elle s'intéressait à lui au même titre qu'elle s'intéressait aux fauves d'une ménagerie ou au spectacle d'une tempête dont des éclats la faisaient frissonner. Comme les fauves, l'ouragan, la foudre, il était une force cosmique de la nature. Il lui apportait toute l'odeur du large et le souffle des grands espaces, le reflet du soleil tropical sur son visage ardent et dans ses muscles saillants toute la primordiale vigueur de la vie. Il avait subi l'empreinte de ce mystérieux monde de rudes marins et d'aventures plus rudes encore, dont elle ne pouvait s'imaginer la plus médiocre. Il était inculte, sauvage, et sa villanité était flattée de le voir venir si vite à elle. Cela l'amusait d'apprivoiser la bête fauve. Tout au fond d'elle-même, et sans presque s'en douter, elle avait le désir de remodeler cette argile informe à la ressemblance de son père, qui représentait pour elle l'idéal masculin. Et son inexpérience absolue l'empêchait de comprendre que l'attraction qui la poussait vers lui était bien la plus instinctive des attractions, celle dont la puissance précipite hommes et femmes dans les bras l'un de l'autre, pousse les animaux à s'entretuer pendant la saison du rut et contraint les éléments eux-mêmes à s'unir. La rapidité des progrès de la part de Martin était pour elle une source de surprise et d'intérêt. Elle découvrait en lui des possibilités insoupçonnées qui fleurissaient tous les jours comme des plantes dans un sol fertile. Souvent, en lui lisant du Browning, elle s'étonnait des étranges interprétations qu'il donnait à certains passages discutables, et elle ne pouvait comprendre comment, avec sa seule connaissance de l'humanité et de la vie, il donnait des interprétations souvent bien plus justes que les siennes. Sa conception des choses lui paraissait naïve, bien qu'elle fût maintes fois électrisée par l'audace de son envol, dont la trajectoire était si tendue qu'elle ne pouvait le suivre. Elle se contentait alors de vibrer au choc de cette puissance inconsciente. Elle lui joua du piano, pour lui, non contre lui, comme alors. Et il éprouva avec de la musique dont la profondeur dépassait d'ailleurs de beaucoup sa propre compréhension. Comme une fleur au soleil, l'âme de Martin s'ouvrit à l'harmonie, et la transition fut rapide entre les ragtime et les two-steps de son milieu, aux chefs-d'œuvre classiques auxquels elle l'initiait aujourd'hui. Cependant, il voua à Wagner, lorsqu'elle lui en eut donné la clé, à l'ouverture de Tannhauser en particulier, une admiration toute démocratique. Du répertoire de Ruth, rien ne le séduisit autant, car c'était la personnification même de sa vie jusqu'alors. Le motif de Venusberg, signifiant sa vie passée, Ruth identifiée par le cœur des pèlerins. Par les questions qu'il lui posait parfois, il arrivait à la faire douter de ses propres définitions et de sa compréhension musicale. Mais il ne discutait pas son chant. Ce chant, c'était tout entière. Le timbre angélique de son pur soprano l'extasiait toujours. Il ne pouvait s'empêcher de lui comparer le piaulement aigu, le chevrotement chétif des ouvrières malingres et le braillement aviné des filles de bouge à matelot. Ruth aimait jouer et chanter pour lui. À la vérité, c'était la première fois qu'elle avait une âme entre ses mains et l'argile de cette âme était exquise à modeler. Car elle s'imaginait le modeler et ses intentions étaient bonnes. D'ailleurs, sa compagnie lui était agréable. Il ne l'effrayait plus. Sa première frayeur, due en réalité à la découverte de son moi inconnu, s'était évanouie. Elle se sentait maintenant des droits sur lui, et il exerçait sur elle une influence tonique. Après son travail à l'université, au sortir de ses livres poudreux, elle se délassait au souffle frais et fort de sa personnalité. La force, c'était cela dont elle avait besoin, et il lui en donnait généreusement. Être à côté de lui, lui parler, c'était boire l'essence de vie. Après son départ, elle retournait à ses livres avec un intérêt plus vif et une nouvelle provision d'énergie. Malgré sa connaissance approfondie de Browning, elle n'avait jamais pensé que ce pût être chose dangereuse que de jouer avec une âme. À mesure que son intérêt pour Martin grandissait, elle se passionnait davantage à l'idée de le remodeler. Vous savez, monsieur Butler, lui dit-elle un après-midi, une fois la grammaire, l'arithmétique et de la poésie finie. Eh bien, monsieur Butler, ses débuts ont été assez difficiles. Son père était caissier dans une banque, mais il avait jeté longtemps, poitrinaire, et est mort dans l'Arizona. Ce qui a fait qu'à sa mort, monsieur Butler, Charles Butler, s'est trouvé seul au monde et sans le sou. Son père était australien, il n'avait donc aucun parent en Californie. Il est entré dans une imprimerie, je le lui ai entendu raconter bien des fois, à raison de 3 dollars par semaine. Maintenant, il en gagne 30 000 par an. Comment y est-il parvenu? Il a été honnête, dévoué, économe et travailleur. Il s'est refusé tous les plaisirs des jeunes gens de son âge. Il s'astreignait à mettre de côté tant par semaine au prix de n'importe quelle privation. Bien entendu, il a vite gagné plus de 3 dollars par semaine et à mesure que son salaire augmentait, il économisait davantage. Il travaillait le jour au bureau et le soir à l'école. Jamais il ne perdait de vue son avenir. Plus tard, il a suivi le soir les cours supérieurs. À 17 ans déjà, il touchait d'excellentes journées comme typographe. Mais il avait de l'ambition.
Il voulait une carrière, non pas un gagne-pain, et peu lui importait de sacrifier son confort actuel en vue d'un bien-être futur. Il s'est décidé pour le droit et est entré dans les bureaux de mon père comme garçon de course. Pensez un peu, à 4 dollars par semaine. Mais il avait appris l'économie, et sur ces 4 dollars, il a continué à économiser. Elle s'arrêta pour respirer, et pour voir comment Martin écoutait. Il semblait vivement intéressé par la jeunesse difficile de Monsieur Butler, mais un certain froncement de sourcils l'inquiéta. Pour un jeune homme, ça n'a pas dû être drôle tous les jours, évidemment, fit-il. 4 dollars par semaine. Comment pouvait-il vivre avec ça? Il ne devait pas se payer des chaussettes de soie. Tenez, je paye à présent 5 dollars par semaine de pension, et je vous assure que ça n'a rien de particulièrement rigolo. Il devait vivre comme un chien. Sa nourriture, il la faisait lui-même, interrompit-elle, sur un petit poêle à pétrole. Ouais, sa nourriture devait être pire que celle des marins sur les plus mauvais rafios, et il n'y en a pas plus infect au monde. Mais pensez à ce qu'il est devenu, s'écria-t-elle avec enthousiasme. Pensez à ce qu'il gagne. Il est 1000 fois payé de ses privations passées. Martin la regarda attentivement. Parions une chose, dit-il. C'est que Monsieur Butler n'en est pas plus gai pour ça. Il s'est serré la ceinture pendant des années et des années durant sa jeunesse, et je suis sûr que son estomac se venge à présent. Elle baissa les yeux sous son regard interrogateur. Je parie qu'il est dyspeptique, dit Martin. Ben oui, il est, confessa Ruth May. Et je parie, poursuivit Martin, qu'il est solennel et triste comme un vieux hibou, et qu'il ne s'amuse pas, malgré ses 30 000 dollars par an. Et je parie que ça lui fait aucun plaisir de voir que les autres prennent du bon temps. J'ai raison, oui ou non? Elle fit signe que oui, et se hâta d'expliquer. Mais il n'a pas un caractère à ça. Il est naturellement calme et sérieux, il l'a toujours été. Ah, ça j'en suis sûr, proclama Martin. 3 dollars, puis 4 par semaine. Tout gosse, faire sa cuisine sur un fourneau à pétrole. Économiser toujours, travailler toute la journée, étudier toute la nuit. Travailler en somme toujours et jamais s'amuser, ne même pas savoir ce que c'est que de rigoler un peu. Bah naturellement, ces 30 000 dollars sont arrivés trop tard. Son imagination bondissante lui avait immédiatement représenté les 1000 détails de cette existence et de ce pauvre développement intellectuel qui avait abouti à faire à un homme qui touchait 30 000 dollars par an. En un clin d'œil, la vie entière de Charles Butler se projeta dans son cerveau. Vous savez que je plains Monsieur Butler, dit-il. Il était trop jeune pour le savoir, mais il s'est privé de vivre pour l'amour de 30 000 dollars de rente dont il ne profite même pas. Eh bien, tout cet argent ne lui achètera pas ce qu'il aurait pu s'acheter enfant avec les 4 sous qu'il économisait, de sucre d'orge, de billes ou de place à guignol. Cette façon de juger les choses surprenait Ruth. Non seulement elle lui était nouvelle et contraire à ses propres sentiments, mais elle y trouvait aussi des parcelles de vérité qui menaçaient d'effriter ou de modifier ses convictions. À 14 ans, ses idées auraient peut-être pu changer, mais à 24 ans, conservatrice par nature et par éducation, figée dans le milieu où elle était née et qui l'avait formée, les raisonnements bizarres de Martin la troublaient sur le moment, mais les attribuait à l'étrangeté de son existence et les oubliait vite. Pourtant, tout en les désapprouvant, la conviction qu'il mettait à les énoncer, l'éclair de ses yeux et la gravité de son visage la troublaient chaque fois et l'attiraient vers lui. Jamais elle n'aurait deviné qu'à ces moments-là, cet homme venu d'un milieu inférieur la dépassait par la grandeur et la profondeur de ses conceptions. Comme tous les esprits limités qui ne savent reconnaître de limites que chez les autres, elle jugea que ses propres conceptions de la vie étaient vraiment très vastes, que les divergences de vue qui les séparaient l'un de l'autre marquaient les limites de l'horizon de Martin, et rêva de l'aider à voir comme elle, d'agrandir son esprit à la mesure du sien. Mais je n'ai pas fini son histoire, dit-elle. Mon père affirme qu'il n'a jamais vu de travailleur pareil à Monsieur Butler quand il était garçon de course. Il était toujours prêt à l'ouvrage. Non seulement il n'était jamais en retard, mais il venait généralement au bureau quelques minutes avant l'heure. Et avec ça, il trouvait le moyen d'étudier à ses moments perdus. Il étudiait la comptabilité, la dactylographie, et il prenait des leçons de sténographie la nuit, en faisant faire des dictées à un chroniqueur judiciaire qui avait besoin de s'exercer. Il est rapidement devenu clair et a rendu d'inappréciables services. Papa voyait bien qu'il était de ceux qui réussissent. C'est papa qui l'a poussé à faire son droit. Il est devenu notaire et à peine rentré au bureau, papa en a fait son associé. C'est un homme remarquable. Il a refusé plusieurs fois d'entrer au Sénat des États-Unis et papa dit qu'il peut être juge à la Cour suprême à la première vacation s'il en a envie. Une existence pareille est un bel exemple pour chacun de nous. Elle nous prouve qu'avec de la volonté, tout homme peut s'élever au-dessus de son milieu. C'est un homme remarquable, dit Martin sincèrement. Mais il lui semblait que dans cette histoire quelque chose choquait son sens de la beauté et de la vie. Il ne pouvait arriver à trouver une raison suffisante à la vie de privation et de misère de M. Butler. Qu'il l'ait fait pour l'amour d'une femme ou d'un idéal de perfection aurait été compréhensible. L'amant fou d'amour
fait n'importe quoi pour un baiser, mais non pour 30 000 $ par an. Réflexion faite, la carrière de M. Butler ne le satisfait pas. Elle avait quelque chose de mesquin après tout. C'était très joli 30 000 $ par an. Mais la dyspepsie et l'incapacité d'être heureux leur enlèvent beaucoup de valeur. Il essaya d'expliquer tout ceci à Ruth. La mécontenta et la persuada plus que jamais de la nécessité d'un remodelage complet. Elle avait une de ces mentalités comme il y en a tant, qui sont persuadés que leurs croyances, leurs sentiments et leurs opinions sont les seules bonnes et que les gens qui pensent différemment ne sont que des malheureux dignes de pitié. C'est cette même mentalité qui de nos jours produit le missionnaire qui s'en va au bout du monde pour substituer son propre Dieu aux autres dieux. À Ruth, elle donnait le désir de former cet homme d'une essence différente, à l'image de banalité qui l'entourait et lui ressemblait. Une fois de plus, Martin Eden revint en Californie, cette fois enflammé par un désir d'amant. Sa provision d'argent épuisée, il s'était embarqué comme matelot de pont sur le schooner chercheur de trésors. Aux îles Salomon, après 8 mois de recherche vaine, l'expédition s'était dissoute. L'équipage avait été licencié en Australie et Martin avait immédiatement repris passage sur un paquebot à destination de San Francisco. Ces 8 mois lui avaient rapporté non seulement de quoi rester de longs mois à terre, mais encore de quoi lire et étudier beaucoup. Il avait le goût très vif de l'étude, une grande facilité, une volonté indomptable et dominant tout, l'amour de Ruth comme but. Il avait travaillé la grammaire qu'il avait emportée jusqu'à ce que son cerveau les possédait à fond. Le langage incorrect dont se servaient ses compagnons le choquait à présent et il s'amusait mentalement à corriger leur barbarisme. À sa grande joie, il découvrit que son oreille s'éduquait et qu'il acquérait le sens de la grammaire. Il avait potassé le dictionnaire et ajouté 20 mots par jour à son vocabulaire. Ce fut une tâche difficile. À la barre ou en vigie, il se forçait à repasser indéfiniment des prononciations et des définitions. Il les répétait en s'endormant pour s'habituer à parler le langage de Ruth. Un jour, à sa grande surprise, il remarqua qu'il commençait à parler un anglais plus correct, plus pur que les officiers eux-mêmes et que ces espèces de gentlemen aventuriers qui avaient organisé l'expédition. Le capitaine, un Norvégien aux yeux de poisson, possédait, Dieu sait par quel hasard, un Shakespeare qu'il ne lisait jamais, et Martin, pour obtenir la permission de lire les précieux volumes, lui lava son linge. Cette lecture éduquait son oreille et lui faisait apprécier un anglais supérieur. En revanche, il emmagasina beaucoup de termes archaïques et démodés. Ces 8 mois avaient été bien employés en somme. En dehors de ce qu'il avait étudié, il avait appris bien des choses sur lui-même. Avec les sentiments de son ignorance, grandissait en lui le sentiment de sa puissance. Il sentait une grande différence entre ses camarades de bord et lui. Il était cependant assez sage pour reconnaître que cette différence consistait en possibilité plutôt qu'en fait. Ce qu'il faisait, ils auraient pu le faire. Mais au fond de lui-même, l'obscur levain qui fermentait lui faisait pressentir qu'il y avait en lui davantage, et mieux. L'adorable splendeur du monde le transportait, et il souhaitait ardemment la partager avec Ruth. Il décida de lui décrire tout ce qu'il pourrait des beautés des mers du Sud. À cette idée, l'esprit créateur qui était en lui s'éveilla. Il lui suggéra de recréer ces beautés pour un public plus nombreux. Alors, dans une auréole de splendeur et de gloire, naquit la grande idée. Il écrirait. Il serait un de ces êtres privilégiés à travers lesquels le monde entier voit, entend et sent. Il écrirait quoi? De tout. Des vers et de la prose, des romans et des pièces, comme Shakespeare. Voilà quelle était sa carrière véritable, et le chemin vers la conquête de Ruth. Les littérateurs étaient les conquérants du monde, et il les trouvait autrement plus admirables que tous les butlers qui gagnent 30 000 $ par an et pourraient être juges à la Cour suprême s'ils le voulaient. Une fois qu'il eut cette idée dans la tête, elle le posséda entièrement, et ce voyage de retour à San Francisco se fit comme dans un rêve. Il était ivre de forces inconscientes et enchaînées. Et voilà qu'un jour, sur la vaste mer déserte, le sens de la perspective naquit en lui. Pour la première fois, nettement, il vit Ruth et son milieu, concrétisé comme une chose qu'on peut saisir entre ses mains, tourner et retourner à loisir. Il y avait certes bien des points vagues, nébuleux, dans sa vision de ce monde, mais il n'entrevoyait que l'ensemble, non les détails, et il voyait aussi le moyen de le posséder. Écrire. Cette pensée le brûlait. Il commencerait aussitôt rentré. La première chose qu'il ferait serait de décrire le voyage des chercheurs de trésors. Et il apporterait cela à un journal à San Francisco, sans rien dire à Ruth. Il serait bien surprise et contente quand elle verrait son nom imprimé. Tout en écrivant, il continuerait d'étudier. Les jours n'avaient-ils pas 24 heures? Il était invincible. Il savait comment on travaille, et les citadelles les plus imprenables tomberaient devant lui.
Il ne prendrait plus la mer, comme matelot du moins. Un instant, il eut même la vision d'un yacht. Bien entendu, se disait-il prudemment, il ne réussirait pas tout de suite. Et pendant quelque temps, il devrait se contenter de gagner assez d'argent avec sa littérature pour pouvoir continuer ses études. Puis, après un temps indéterminé, très indéterminé, une fois bien préparé, il écrirait un grand ouvrage et son nom serait célèbre. Mais ce n'était rien encore. Au-dessus de tout ce triomphe, il y avait ceci. Il se serait montré digne de Ruth. La gloire, c'était bien. Mais Ruth, c'était la réalisation d'un rêve divin. Il n'était pas un arriviste, mais l'amant fou d'amour, tout simplement. Une fois à Auckland, avec une paye rondelette dans sa poche, il reprit sa vieille chambre chez Bernard Higginbotham et se mit au travail, sans même faire savoir son retour à Ruth. Il irait la voir une fois son article sur les chercheurs de trésors terminé. L'excitation violente produite par la fièvre créatrice l'empêcherait de trouver trop dur son abstention volontaire. D'ailleurs, le sujet même qu'il traitait la lui rendrait moins lointaine. Ne sachant trop quelle longueur lui donner, il se basa sur un article de 2 pages dans le supplément du San Francisco Examiner dont il compta les mots. Au bout de 3 jours de travail forcené, ce fut fini. Mais après l'avoir soigneusement copié, d'une large écriture, facile à lire, il vit dans un livre de rhétorique trouvé à la bibliothèque qu'il existait certaines choses appelées paragraphes et renvois. Il recommença donc son travail avec l'aide du livre de rhétorique et en un jour on apprit davantage sur la composition qu'un écolier moyen en un an. Après avoir recopié son article une seconde fois et l'avoir précieusement roulé, il lut dans un journal une notice de conseil aux débutants qui prescrivait que les manuscrits ne devaient être jamais roulés ni écrits sur les 2 côtés de la feuille. Il avait donc doublement violé la loi. Cette notice lui apprit également que les articles de premier ordre se payaient au minimum 10 $ la colonne. Il se consola en recopiant son manuscrit pour la 3e fois à la pensée de toucher 10 fois 10 $, soit 100 $, et estima que c'était une meilleure affaire que la navigation. Sans ces erreurs, son article aurait été fini en 3 jours. 100 $ en 3 jours. Sur mer, il lui aurait fallu 3 mois et davantage pour gagner autant. Comme c'est idiot d'être marin quand on peut être littérateur, conclut-il. Pourtant, il ne tenait pas à l'argent pour l'argent, mais pour l'indépendance qu'il donne, pour les vêtements présentables qu'on peut acheter, avec, pour ce qui pourrait enfin le rapprocher le plus vite possible de la frêle et pâle jeune fille qui lui avait révélé le sens de la vie et l'avait inspiré. Il mit le manuscrit dans une grande enveloppe et l'adressa au rédacteur du San Francisco Examiner. Il s'imaginait que tout ce qui était accepté par un journal était immédiatement publié, de sorte qu'ayant envoyé le manuscrit le vendredi, il s'attendit à le voir paraître le dimanche suivant. Ce serait magnifique d'apprendre de cette manière son retour à Ruth. Le dimanche après-midi, il irait la voir. Il avait aussi une autre idée, une idée particulièrement morale. Prudente et modeste, il s'en flattait. Il allait écrire une histoire d'aventure pour petits garçons et l'envoyer au Youth Companion. Les histoires en feuilleton y étaient habituellement publiées en 5 parties, de 5 000 mots environ chacune. Quelques histoires en avaient 7 et il décida d'en écrire une de la même longueur. Il avait fait sur un baleinier un voyage antarctique. Quelques années auparavant, voyage qui devait durer 3 ans et qui s'était terminé par un naufrage au bout de 6 mois. Bien qu'il eût une imagination pleine de fantaisie, quelquefois même de fantastique, son amour fondamental de la vérité le poussait à décrire les choses qu'il avait vues. Il connaissait la pêche à la baleine, et avec son expérience personnelle comme base, il se mit à raconter l'histoire fictive de 2 petits garçons. Un ouvrage facile, se dit-il le samedi soir. Le soir même, il avait fini la première partie, de 3000 mots, au grand amusement de Jim et sous les sarcasmes de M. Higginbotham qui se moqua durant tout le repas du scribouillard qu'on avait découvert dans la famille. Martin se contenta de se représenter la surprise de son beau-frère quand dimanche matin, en ouvrant l'Examiner, il verrait l'article sur les chercheurs de trésors. De bonne heure ce jour-là, il était sur le seuil de la porte d'entrée, parcourant nerveusement les nombreuses feuilles du journal. Il recommença une seconde fois très soigneusement, puis le replia et le laissa là où il l'avait trouvé. Heureusement qu'il n'avait parlé à personne de cet article. En y réfléchissant, il conclut qu'il s'était trompé. Dans les publications, les choses vont moins vite qu'il ne le pensait. D'ailleurs, son article n'était peut-être pas d'une actualité pressante, et très probablement l'éditeur lui écrirait avant de l'insérer. Après le petit déjeuner, il travailla son autre histoire. Les phrases coulaient de sa plume, bien qu'il s'interrompît souvent pour consulter le dictionnaire ou son livre de rhétorique. Il en relisait même des chapitres entiers et se consolait en pensant que s'il n'écrivait pas les grandes choses qu'il sentait en lui, il apprenait en tout cas la composition et s'entraînait à former des images, à exprimer des pensées. Il travailla jusqu'à la nuit, puis s'enfuit à la salle de lecture, compulsé des magazines et des revues, jusqu'à la fermeture. Tel fut son programme pendant une semaine.
Chaque jour, il écrivait ses 3000 mots, et chaque soir, il piochait les magazines, prenant des notes sur des nouvelles, des articles, des poèmes. Il y avait une chose certaine. Ce que cette multitude d'écrivains faisait, il pouvait le faire. Si on lui laissait le temps, il ferait même mieux. Il fut ravi de voir à Livre Nouveau, dans un paragraphe sur le paiement des écrivains de magazines, non pas que l'on payait à Rudyard Kipling $1 le mot, mais que le minimum payé par la magazine les plus cotés était de 2 cents le mot. Le Youth Companion était certainement des mieux cotés. Dans tous les cas d'ailleurs, les 3000 mots qu'il avait écrits ce jour-là lui rapporteraient $60. 2 mois de paye sur mer. Le jeudi soir, l'histoire en 7 parties fut terminée. Elle avait 21 000 mots. Il calcula qu'à 2 cents le mot, il toucherait $420. Ce qui ne faisait pas une mauvaise semaine. Jamais il n'aurait eu tant d'argent à la fois. Comment le dépenser? Il avait découvert une mine d'or, en apparence inépuisable. Il projeta de s'acheter plusieurs complets, de s'abonner à quelques magazines et d'acheter une quantité de catalogues qu'il était forcé jusqu'alors d'aller consulter à la bibliothèque. Malgré ses folles dépenses, les $420 étaient à peine entamés. Il y réfléchit sérieusement et enfin l'idée lui vint de payer une servante à Gertrude et une bicyclette à Marianne. Le volumineux manuscrit fut expédié au Youth Companion et le samedi après-midi, après avoir élaboré le plan d'un article sur la pêche des perles, il alla voir Ruth, non sans avoir préalablement téléphoné. Elle vint le recevoir à la porte. De même qu'alors, la fraîche bouffée de saine vitalité qui émanait de lui la pénétra délicieusement. Il lui parut qu'un liquide brûlant s'infiltrait dans ses veines et faisait vibrer ses nerfs comme des cordes tendues. Il rougit violemment quand ils se serrèrent la main et qu'il rencontra son regard bleu. Mais le hâle tout frais de ces 8 mois de soleil cacha sa rougeur, bien qu'il fût impuissant à dissimuler la barre rouge produite par le col sur son cou. Elle s'amusa de ce dernier détail, puis continuant son examen, s'étonna. Ses vêtements lui allaient vraiment bien, faits sur mesure pour la première fois, et les faisaient paraître plus minces et plus dégagées. Sa casquette était remplacée par un feutre mou. Elle le pria de le remettre pour juger de son allure générale, puis elle le complimenta. Elle ne se rappelait pas avoir été si contente. Ce changement était son œuvre. Elle en était fière et de plus en plus désireuse de lui être utile. Mais ce dont elle s'émerveilla, ce fut de son progrès dans sa façon de parler. Là, le changement était radical. Il parlait non seulement correctement, mais avec plus d'aisance, en choisissant ses mots, excepté quand il s'animait par trop. Il retomba alors dans ses anciennes habitudes. Parfois aussi, en essayant des mots nouveaux, il hésitait, gêné. D'autre part, il déployait une légèreté, un esprit qui l'enchantèrent. Cet humour, cette ironie légère, l'avait rendu populaire parmi ses camarades d'autrefois, mais jusqu'à ce jour, il n'avait pu s'en servir avec elle, par manque de mots appropriés et par timidité. Il commençait à présent à s'orienter, à se sentir à l'aise. Il se lançait, entrait dans Ruth dans la fantaisie et la gaieté sans oser la dépasser. Il lui raconta ce qu'il avait fait, lui parla de ses projets d'avenir et de ses études. Mais bon, là, il fut désappointé. Elle ne parut guère approuver ses vues. Vous comprenez, dit-elle franchement, écrire est un métier comme le reste. Je n'y connais rien, bien entendu, mais je l'ai entendu dire. Pour devenir forgeron, il faut travailler 3 ans ou même 5. Et comme les écrivains sont bien mieux payés que les forgerons, il doit bien y avoir plus de gens encore qui aimeraient écrire, enfin qui essayent d'écrire. Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire insista-t-il, secrètement ravi de la tournure de phrase raffinée qu'il avait employée. Son imagination vive lui représentant en arrière-plan des scènes de sa vie passée, grossière, rude, crue et bestiale. En un éclair, des visions défilent et disparaissent sans interrompre la conversation, ni le charme enchaînement de ses pensées. Il se voit, assis à côté de cette belle et douce jeune fille, causant en un anglais de bon ton, dans une pièce pleine de livres et de tableaux, cossus et raffinés. Et à travers un brouillard flottant, que transpercent les rayons d'une lumière rouge, il se voit dans un bar, avec des cow-boys qui boivent du whisky. Comme eux, il jure et dit des obscénités sous la lampe à huile fumeuse, tandis que sur la table on bat les cartes, au milieu du bruit des verres brisés, dans l'atmosphère lourde de fumée et d'haleines avinées. Il se voit sur le gaillard d'avant de la Susquehanna, nu jusqu'à la ceinture, les poings serrés, le jour de sa grande rencontre avec le rouquin de Liverpool, et il se voit sur le pont sanglant du John Rogers, le jour de la mutinerie. Une triste matinée grise, le vieux maître s'agrippait à la coupée dans les affres de la mort. Le capitaine, revolver au poing, abattait les hommes aux faces de brutes qui tombaient en hurlant des blasphèmes. Il vit tout ça, puis se retrouva dans la douce clarté du grand salon, causant avec Ruth parmi des livres et des tableaux, non loin du piano à queue qu'elle ouvrirait tout à l'heure, et il entendit l'écho de sa propre voix,
dire en termes choisis. Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire? Un forgeron aussi peut être doué pour son métier, dit-elle en riant, mais j'ai jamais entendu dire qu'il puisse se passer d'apprentissage. Que me conseillez-vous demanda-t-il. N'oubliez pas que je sens en moi cette capacité d'écrire. Je suis incapable de l'expliquer exactement, je sais seulement que je l'ai. Il vous faut une éducation complète, répondit-elle. Que vous vous destiniez ou non à la littérature. Peu importe le choix de votre carrière, il vous faut cette éducation. Et il faut qu'elle soit faite à fond, et sérieusement. Vous devriez aller à l'école supérieure. Oui, fit-il. Mais elle l'interrompit pour ajouter. Bien entendu, vous pourriez continuer à écrire aussi, hein. Il le faudra bien, dit-il d'un ton acerbe. Pourquoi? Elle le regarda, gentiment perplexe, car elle n'aimait guère l'obstination qu'il mettait à soutenir son idée. Parce que si je n'écrivais pas, il n'y aurait pas d'université. Il faut que je vive, que j'achète des livres et des vêtements, vous comprenez? J'avais oublié, dit-elle en riant. Pourquoi n'êtes-vous pas né avec des rentes? Je préfère avoir une bonne santé et de l'imagination, répondit-il. Pour des rentes, je m'en contrefous. Je peux me tirer d'affaire sans elles, tandis que pour le reste... Il faillit dire je n'arriverai à jamais à rien sans vous, mais corrigea sa phrase je n'arriverai jamais à rien. Ne dites pas je m'en contrefous, s'écria-t-elle avec pétulance. C'est de l'argot, c'est horrible. Il rougit, balbutia. C'est vrai, je voudrais que vous me corrigiez chaque fois. Je veux bien, dit-elle en hésitant. Vous êtes un type si bien que je vous désire parfait. Il fut alors une cire molle entre ses mains, aussi impatient d'être modelé par elle qu'elle-même était désireuse de le former à l'image de son idéal masculin. Quand elle lui fit remarquer qu'il fallait se presser, les examens d'entrée à l'école supérieure commençant le lundi suivant, il se déclara prêt à les affronter. Puis elle joua et chanta pour lui, tandis qu'il la buvait des yeux. Il s'enivrait de sa beauté et s'étonnait de ce qu'il n'y ait pas autour d'elle une foule d'admirateurs à l'écouter et à la désirer, comme il l'écoutait et la désirait.